Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de l'émission Cette Afrique sur LCA Télévision. C'est une émission consacrée au débat autour des sujets d'actualité avec des acteurs de la société civile et de partis politiques. Et bien, cette semaine, nous allons parler du Burkina Faso essentiellement avec cette actualité socio-politique marquée par le putsch intervenu depuis le 24 janvier 2022. Nous parlerons donc entre autres sujets de la mise à l'écart des partis politiques dans la conduite de la transition. C'est ce qui ressort de la concertation entre le MPSR et les acteurs politiques en début de semaine. Nous parlerons également des remue-ménages opérés au sein de l'armée burkinabé avec des limousages et de nouvelles nominations. Nous évoquerons la dissolution des collectivités territoriales au Burkina Faso ainsi que les mesures de levée du couvre-feu ainsi que l'interdiction des activités de réjouissance à partir de 0 heure au Burkina Faso sur toute l'étendue du territoire. Et bien que comprendre dans les agissements des organisations de la société civile autour de la transition? C'est un autre sujet qui fera l'objet de débats dans cette émission que nous terminerons avec les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO, le Burkina Faso qui échappe à de nouvelles sanctions. Avec mes invités, nous allons donc évoquer cette actualité. Eh bien, ils sont 4 autour de moi cette semaine pour les débats. Il s'agit d'abord de M. Abraham Badolo. Il est un acteur de la société civile. Il est le président de l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie. M. Badolo, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Miki et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision LCA. Alors, le second invité à cette émission, M. Idrissa Nogo, il est de la société civile également. C'est lui, le coordinateur national du MPC, le mouvement des peuples citoyens. M. Idrissa Nogo, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Et nous sommes avec le docteur Maxime Kaboré. Lui, il est homme politique, il est le président du PIB, le parti indépendant du Burkina. Il est très fidèle à cette émission Cette Afrique. Docteur Kaboré, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à mon invitation. Quatrième invité enfin, Monsieur Isiaka Ouedraogo, société civile également. Il est le président du CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Monsieur Isiaka Ouedraogo, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Monsieur Rwamba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci à vous pour votre fidélité à l'égard des programmes de LCA et bienvenue à nouveau à cette émission de débat Cette Afrique que nous allons donc entamer avec cette concertation entre le MPSR et les acteurs politiques. Cette semaine, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a rencontré les responsables politiques ici au Burkina. On en parle d'abord avec vous, Monsieur Idrissa Nogo. On retiendra bien évidemment comme menu central de cette rencontre, les acteurs politiques sont désormais invités à mettre sous boisseau leur activisme politique pour ne pas perturber la transition qui se profile à l'horizon au Burkina. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cela? J'ai aimé l'expression sous boisseau. C'est bien ça. Non, tu sais, excusez-moi, pour rester professionnel, je ne peux pas vous tutoyer. Voilà. Donc, oui, vous savez, j'aime à le dire ici, j'ai eu à le répéter plusieurs fois sur votre plateau pour le Miki Rwamba. Oui. On ne peut pas avoir été dans la vie et chercher encore à être. Non. J'ai dit, rappelez-vous, dans la vie, il y a toujours un matin et il y a un soir. Oui. Quand je regarde les comportements, les attitudes désinvoltes avec lesquelles, effectivement, la classe politique dans son ensemble, avec leurs appendices d'OSC, qui courent comme ça pour aller se prostituer, pour aller se vautrer, juste pour marquer leur présence face et devant la junte militaire qui a pris le pouvoir donc, le 24 janvier 2022. Oui. Mais pour moi, ce sont des vomissures pour le Miki Rwamba. C'est de la vermine. Qu'est-ce qu'il a dit le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba lors de sa première adresse à la nation, il y a de cela quelques semaines. Oui, dans le discours. Dans son discours. Mais il a dit que l'armée s'est vue une fois de plus obligée de s'immiscer dans la vie politique nationale suite malheureusement à un constat d'échec collectif. Et ce constat d'échec collectif-là, même si effectivement il est à mettre sur le compte de toutes les composantes de la société, mais la classe politique en est entièrement responsable. Vous voyez? Donc, la gente a envoyé des signaux forts. Oui. C'est pour vous dire effectivement que nous ne comptons pas travailler en tout cas avec vous pour cette parenthèse-là. Et la preuve,
Pour le Rwanda, toutes mes excuses. Allez-y. Depuis 1983, jusqu'à l'heure où moi, Idrissa Ndongo, je suis en train de vous parler là, ce sont ces mêmes vieilles figures politiques usées qui nous gouvernent, qui sont aux affaires. Ah bah, 1983 jusqu'à 2022. Ce sont des momies du passé. Ce sont des momies du passif. Ce sont des vieux aux figures fossilisées. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et puis, si on y prend garde, ces gens-là, vous savez très bien que c'est des professionnels de la politique. Je vous donne un exemple. Pour le CDP, par exemple, oui. Ça pose problème. Pour le MPP, par exemple, ça pose problème. Vous savez que la quasi-totalité des cadres du MPP sont des transfuges du CDP. Donc, le CDP pense qu'effectivement, le CDP a un gourdin derrière le dos et il attend le MPP qui l'a fait tomber. Pour l'assommer. Pour l'assommer. Oui. Le MPP aussi, il va au gré, parce que c'est que si le CDP a l'occasion de monter, les représailles ne sont pas loin. Donc, ce sont des querelles de clochers, de caniveaux. Si on y prend garde, si on laisse effectivement ces professionnels de la politique donc s'ingérer, s'y glisser au cœur du système de la transition, mené par la junte militaire, ils vont nous faire du cambouillis, de la bouillie, pour emprunter l'expression de mon ami et cher frère Maxime Kaboré. Merci beaucoup, monsieur Idrissa Ndongo. À bien vous comprendre, hein, vous êtes d'accord avec cette décision du MPSR, donc de cette mise à l'écart des acteurs politiques en tant qu'acteurs politiques ou en tant que parti politique dans la conduite de la transition. Eh bien, on en parle avec vous, M. Issaka Ouedraogo. Est-ce que c'est votre avis également que les responsables, les tenanciers du nouveau pouvoir au Burkina ont été visionnaires en prenant une telle décision de vouloir faire une transition sans les activistes politiques, disons-le ainsi? Bon, je crois qu'il faut se dire une chose. On ne peut pas, la vie politique nationale est animée obligatoirement par les partis politiques. Oui. Ça, on ne peut pas parler de politique et sans considérer les partis politiques. C'est eux qui animent la vie politique. Et voilà. Mais je pense que la mise en l'écart, pour moi, en fait, des partis politiques ici, va créer un précédent. D'abord, la rencontre, ce qui est ressorti de la rencontre avec les partis politiques, le colonel Damiba, le chef de l'État actuel, a tout de suite indexé les partis politiques, oui, et d'être à l'origine. Qui sont responsables de la situation. De la situation qui prévaut, oui, actuellement, ou la situation qui les ont amenés, oui, à faire ce coup de force. Oui. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat est que le président de la actuel, oui, le président du MPSR, dit encore aux responsables des partis politiques qui étaient à la rencontre, il leur dit qu'ils pourront piocher des éléments au sein des partis politiques pour les responsabiliser ou dans le gouvernement, ou en tout cas dans le gouvernement, oui, mais cela ne veut pas dire qu'est-ce qu'ils répondront en fait. Ils répondront des partis politiques. C'est pour dire qu'on va laisser les partis politiques carrément à l'écart et on peut prendre par exemple les individus oui, qui la composent. Mais ici, il y a un problème. Au regard de la technicité, oui, mais ici, il y a un problème. Et quel est le problème? Mais le problème, comment cet individu a été détecté pour être appelé à une fonction de ce genre? C'est parce que la personne appartenait à un parti politique, que la personne a été identifiée de par, bien sûr, ses compétences pour être appelée. Avant d'appartenir à un parti politique, on peut avoir donc certaines responsabilités déjà. Un professeur d'université qui appartient à un parti politique, on peut le coopter en tant qu'intellectuel, n'est-ce pas, monsieur? Mais alors, allez-y, en fait, le coopter à l'université, de par, en fait, sa valeur à l'université, mais oui, ce n'est pas dans le parti politique. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, on appelle, par exemple, vous, on vous appelle en tant que monsieur Michael Rwamba, si on vous appelle au gouvernement, mais c'est parce que vous avez prouvé vos compétences au niveau de la télé LCA. On vous a vu un bon journaliste et tout, on a estimé que non, c'est un bon journaliste. Mais maintenant, pour vous faire appel, quand même, si on laisse votre direction, on dit on a besoin de M. Rwamba, on laisse votre direction, on vous appelle en catimini, on vous dit bon, on veut que vous participez à un gouvernement ou bien à une chose à
à l'Assemblée transitoire, mais écoutez, je pense qu'il y a mal donne quelque part. Ça va frustrer obligatoirement votre employeur. Oui. Okay? Moi, je pense que ici, ça va amener des problèmes. Parce que ces personnes vont partir. Est-ce que vous pensez que si, par exemple, on appelle un cadre d'un parti politique, sans consulter, sans passer par son parti politique, et c'est que ce cadre répond favorablement à l'appel en fait, des militaires, est-ce que vous pensez que celui-ci ne sera pas sanctionné par son parti politique? Pour trahison peut-être? Mais bien sûr. D'accord. Et c'est tout à fait juste. Oui, on a compris votre position, monsieur. Donc, et encore, là, ils ont appelé les partis politiques à plus de patriotisme, à faire preuve de patriotisme pour en fait nous aider à sortir de cette situation. Mais là où je ne suis pas aussi d'accord avec le discours que tient le président actuel, c'est que la situation qui a prévalu au coup de force n'est pas seulement de la seule responsabilité des partis politiques. C'est de tout le monde, y compris eux. Y compris les militaires. Mais bien sûr, c'est eux qui sont en fait chargés de la sécurité en fait, du territoire. Ok. Merci beaucoup, M. Isaka Ouedraogo. Alors, je prends à présent l'avis de M. Abraham Badolo sur cette décision, si l'on peut appeler ainsi, de mise à l'écart des partis politiques dans la transition qui se profile à l'horizon. Alors, M. Badolo, est-ce que vous êtes d'accord avec Idrissa Nogo ou Isaka Ouedraogo par rapport donc, à leur point de vue? Est-ce que vous pensez que ça a été une bonne chose que de décider justement de cette mise à l'écart de ces acteurs politiques ou des partis politiques qui pourraient jouer les troubles faits dans la transition? Vous savez, moi je pense que c'est une remise à plat totale, comme ils l'ont si bien dit. Et nous devons tous être animés par un esprit de sagesse pour pouvoir réussir cette nouvelle mission. Comme l'a dit Isaka, pour moi, que ce soit les hommes politiques, que ce soit même la population elle-même, que ce soit les militaires, nous sommes tous fautifs par rapport à la situation que nous avons tous connue au Burkina Faso. Et que nous continuons de connaître. Et que nous continuons de connaître, notamment les questions sécuritaires, les questions de la malgouvernance et autres. Nous sommes tous responsables. Responsables pour moi parce que d'abord, nous avons fait un premier essai avec le président Christian Kaboré pour son premier mandat. Nous avons vu qu'il y avait des failles, mais les gens se sont entêtés à lui faire confiance une deuxième fois. Et ça, c'est de la responsabilité des électeurs et de la population. Encore, les politiques également sont tous responsables parce que beaucoup de gens n'ont pas vraiment accompagné le président du Faso à relever la pente, à relever les différents défis qui lui étaient assignés. Ils ont plutôt contribué à nous amener dans cette situation. Les gens ont passé le temps à rechercher des postes, à se faire positionner et à accompagner le gouvernement dans le pillage et tout ce que vous connaissez, que je ne vais plus citer ici. Alors, M. Badoula, est-ce qu'on peut venir dans le sujet? Oui, la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut travailler avec les politiciens ou pas. Et côté militaire également, les militaires également sont tous responsables parce que nous avons vu de par le passé que le budget qui leur était alloué, ils n'arrivaient même pas à finir ce budget-là. Et sur le terrain également, ils avaient des difficultés. Donc nous devons tous nous remettre en cause. Pour revenir à votre question, je vais vous dire une chose. Il va être difficile pour les militaires de se dissocier des politiques. Vous savez, eux, ils sont des hommes de tenue. Ils ne réfléchissent qu'avec les armes. Pourtant, les politiques, eux, ils ont des militants. Les militaires n'ont pas de militants. Ils n'ont pas de base. Les politiques, ils ont des bases, ils ont des militants, ils ont des gens acquis à leur cause. Pour moi, ce qu'il faudrait, c'est de s'asseoir avec tout le monde, que ce soit les politiques, que ce soit les organisations de la société civile, pour trouver le juste milieu, pour qu'ensemble nous puissions avancer. S'ils veulent déjà commencer à vouloir peut-être écarter des gens, moi je vous assure qu'ils auront pas mal de difficultés. D'accord. Parce que la preuve est qu'ici, eux, ils sont des hommes de thunes, ils ont les armes, mais les politiques, eux, ils ont des bases et ils sont très bien structurés. Donc pour moi ici, c'est un risque. C'est un très gros risque. Et moi, j'invite vraiment les autorités du moment
à bien s'encadrer, à ne pas se laisser manipuler, parce que nous, ce que nous voulons... S'encadrer par qui? S'encadrer de personnes de bonne moralité qui vont bien les conseiller pour qu'ils puissent bien réussir leur mission. Pour ne pas qu'à un certain moment, nous soyons bloqués, nous soyons confrontés à d'autres situations qui vont même amener ces populations qui ont été passives lorsqu'ils ont pris le pouvoir à se retourner contre... Merci, M. Abraham Badolo. Eh bien, je termine avec vous, Dr Maxime Kaboré. Vous êtes un homme politique, président du parti indépendant du Burkina. J'aime bien le rappeler. Alors, est-ce que ça vous a plu d'entendre comme ça que les acteurs politiques vont être mis de côté, ou du moins les partis politiques pendant justement cette transition, parce que le chef de l'État, lieutenant-colonel Henri-Paul Damiba, a mis en garde les acteurs politiques. Il les a même invités à taire un peu leur activisme politique pour ne pas perturber le courant de cette transition. Est-ce que vous partagez justement cette décision? Je pense qu'il faut quand même nuancer les propos donc, du président du FASO. Il a dit que les partis politiques sont en partie responsables. Je pense que la nuance est d'importance. Il ne faut pas penser que les partis politiques sont à l'origine de tous les péchés d'Israël. Je crois qu'il faut savoir raison garder et se rendre bien compte que la politique politicienne telle qu'elle est menée par beaucoup d'acteurs, cette politique-là, dont il s'agit ici, c'est une politique qui part du principe que les gens vont voir la transition et ils vont vouloir commencer à faire leur pré-campagne. Ce serait un moment d'activisme dans le sens de s'exhiber, de se montrer. Et on parle de ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la première transition. On a bien vu, quand il s'agissait de mettre même déjà des délégués dans le CNT, il y a eu des bagarres, il y a eu des gens qui se sont vraiment comportés de façon éhontée parce qu'on partait à la soupe. Et ça, c'est cette façon de faire la politique-là que l'insurrection n'a pas voulu. Et on prend la transition et directement, les gens se sont révélés être des prédateurs, ils se sont révélés être des imposteurs, ils se sont révélés être des gens qui n'avaient même pas pitié de cette population et qui venaient pour leur intérêt personnel. C'est de ça qu'il s'agit. Et je crois que quand il s'agit ici de dire qu'il faut mettre à l'écart les politiques, je crois que c'est pour éviter qu'on ne soit pas vraiment dans l'efficacité, puisque la priorité ici, c'est de concentrer nos forces pour arriver à vaincre, n'est-ce pas, le terrorisme. Et on sait très bien que la politique, avec les politiciens, c'est la conquête du pouvoir d'État, c'est la concurrence, c'est les intrigues, c'est toutes sortes, n'est-ce pas, de coups bas. La population n'étant pas toujours informée des enjeux, on les manipule et on vient. Et la transition a besoin de calme pour se concentrer à l'essentiel. Et c'est pour cette raison qu'ils ont dit, pas d'activisme pour éviter que les gens soient dans une forme, n'est-ce pas, de vouloir concurrencer, alors que le but, c'est d'être unis pour vaincre le terrorisme-là. C'est la priorité nationale. Et je crois que c'est ça, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui prévaut. Oui. Moi, je suis content que l'on mette cette mise en garde pour que les gens comprennent qu'il faut que la politique soit noble. La politique, c'est s'occuper des affaires de la cité. La politique, c'est quelque chose de bien si on comprend que le but, c'est d'arriver à sensibiliser les gens, amener les gens à comprendre qu'ils sont des citoyens, donc acteurs de leur vie, travailler pour l'intérêt général et être animés par cet esprit de sacrifice. Alors, docteur Maxime Kaboré, est-ce que vous pensez comme M. Badolo qu'il s'agit là d'une remise à plat complète de la scène politique nationale pendant le temps de la transition? Si les acteurs politiques doivent réduire leur activisme, est-ce que vous, en tant que chef de parti, vous ne tombez pas dans une forme de chômage technique? Je ne me sens pas concerné par cette situation. Je ne me sens pas exclu. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été au-dessus de la mêlée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'intérêt national, l'intérêt du plus grand nombre. Et je milite par conviction. Je ne suis pas attiré par... je ne vis pas de la politique, moi. Il y a des gens qui sont professionnels de la politique, là. Ils sont prêts à tout. Tant qu'ils sont élus, ils vont manipuler les gens pour être élus. Une fois qu'ils sont élus, on ne voit plus rien. C'est clair que cette façon de faire la politique-là est décriée, même durant l'insurrection. Et cette fois-ci-là, il faut que les gens comprennent là, il n'y aura pas à manger. Ceux qui veulent faire de la politique politicienne, ceux qui veulent, n'est-ce pas, s'occuper des autres, alors qu'ils ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes là, il faut d'abord qu'ils s'occupent d'abord
de leurs propres problèmes. Donc ça serait une période d'hibernation pour les acteurs politiques. Ce n'est pas une hibernation. On peut participer de plusieurs façons. Puisque ce qui importe, c'est quoi? Oui. Bien sûr. Mais écoutez, quand une maison brûle, est-ce qu'on cherche à savoir d'abord qui apporte de l'eau pour éteindre? Chacun apporte sa contribution. D'accord. Et c'est clair que chacun est utile. Okay. Ce n'est pas de l'exclusion. Merci beaucoup. Alors, monsieur Nogo qui voudrait réagir rapidement. Oui. Je l'ai devancé, monsieur Nogo. Ma question à monsieur Kaboré, j'aimerais savoir vraiment... La question, c'est moi qui les pose. Ok, monsieur Kaboré. Mon inquiétude ici, c'est que la question fondamentale que je me pose, comment est-ce que les gens seront cooptés individuellement sans leur parti politique, l'aval de leur parti politique? Parce que ici... je prends un exemple. Monsieur Noé qui appartient peut-être à un parti politique, si il a eu à se faire connaître sous la chapelle de son parti, comment est-ce qu'on va coopter monsieur Nogo sans vraiment passer par son parti? Vous savez, pour moi, c'est des choses qui vont peut-être créer d'autres problèmes. Pour moi, aujourd'hui, s'ils veulent vraiment faire table rase, qu'ils le fassent tout en ne créant pas d'autres problèmes qui vont ressurgir plus tard. C'est ce que nous voulons. Mais M. Badolo, est-ce que ici l'idée n'est pas de faire la différence avec ce qu'on a vu en 2015 sous la transition, où les partis politiques avaient complètement des quotas au niveau du gouvernement, des quotas au niveau également du CNT. C'est ça qui sera donc pas permis cette fois-ci. Non, si c'est dans ce sens, d'abord, moi, si c'est dans ce sens, je suis parfaitement d'accord parce que ils doivent également tirer les leçons de tout ce qui s'est passé sous la transition pour faire encore mieux. Maintenant, il ne faudrait pas également qu'en voulant faire mieux, on crée d'autres problèmes. On va permettre à Maxime de réagir. Je vais réagir par rapport à ça. Je pense que, moi c'est ma vision de la politique, que même quand dans un parti politique, là, si moi on demande à un militant de venir, il sert la nation avant tout. La nation passe avant mon parti. Je suis désolé, je serais honoré de savoir que dans mon parti, ils ont estimé que quelqu'un a des compétences. Mais moi, vous serez consulté en tant que responsable du parti. Mais en fait, ce qui est certain là... Mais là, ici... Vous ne serez pas consulté en tant que chef de parti. Mais écoutez, je pense que si on estime que quelqu'un a des compétences et que la personne peut apporter un plus pour le pays, moi-même, j'ai dit clairement plusieurs fois que quoi. Si je suis président, s'il y a des gens de l'opposition qui ont des compétences, c'est servir le pays. Le pays a une importance telle que le pays n'appartient pas à la majorité ou à l'opposition. Mon parti est là pour conquérir la conquête du pouvoir d'État. Ici, s'il y a un qui a des compétences et qu'on veut faire, je serai honoré qu'il soit là. D'accord, on va évoluer. M. Badolo, désolé de vous interrompre. Il faut qu'on évolue dans les débats dans cette émission. S'il vous plaît, Dr Maxime Kaboré, on va donc évoluer dans cette émission. Je crois que Idrissa Nogo avait demandé la parole. Je voulais passer... Oui, il faudrait qu'on recadre le débat et au besoin que M. Paul Mikoramba nous rappelle effectivement les éléments clé de la question autour de laquelle et sur laquelle nous sommes en train de débattre. Il faut qu'on se comprenne très bien. Et surtout, il faut que vous me compreniez et que les téléspectateurs me comprennent. J'ai dit que le président du MPSR, le chef de l'État, M. Paul-Henri Damiba, a dit que l'échec est collectif. Mais il l'est encore davantage quand il s'agit effectivement de la classe politique dans son ensemble. Mais il n'a pas dit pour autant, je peux me tromper, et je vous invite donc à m'apporter la riposte et la contestation objective. Il n'a pas dit qu'on n'a pas besoin des hommes politiques. Il a dit que les chapelles politiques, lui, Paul-Henri Damiba, il va s'en méfier. Les chapelles politiques. On n'a pas dit pour autant que les partis seront exclus. On n'a pas dit pour autant que les partis seront comment dirais-je, seront dissous. On va piocher, on va pêcher dans quelques... S'il y a des compétences à l'intérieur, on va piocher. Parce qu'on les connaît, Maxime l'a dit. On nous a foutu, on nous a fait de la salade dans un plat avec le CNT, avec la transition de 2015. Donc les gens, chat échaudé, craignent l'eau froide. Les hommes politiques, comme vous le savez, pour le micro, je ne vous apprends rien. Ils sont merveilleusement divers et ondoyants. Voilà la preuve. Regardez les 82 partis qui se réclamaient de la majorité présidentielle. Ils sont rentrés où? Ils se sont fondus comme du beurre au soleil. 82 partis. Au bon vieux temps du MPP. 30 partis de l'opposition, ils sont rentrés où? Je continue pour vous dire que pourquoi le président, l'actuel chef de l'État veut se méfier des chapelles politiques. Je continue dans ma démonstration. Regardez un gars, non, je le respecte. Regardez un monsieur comme Berewende Sankara.
le ministre de l'Habitat de M. Rochman Christian Kaboré. Il a dit que le MPP porte le rêve de Thomas Sankara. Mais la jeune militaire vient de faire tomber le MPP. Au lieu de pleurer, toi tu coupes et dis ah, soyez les bienvenus. On ne comprend pas. Je continue dans ma démonstration encore pour regarder, pour vous dire comment ils ne sont pas sérieux et ils méritent qu'on se méfie d'eux. Mais la jeune les a convoqués, je parle de la classe politique, toute tendance confondue avant-hier au palais de Kosiam. Le rendez-vous c'était prévu pour 9h. Il les a fait expressément attendre jusqu'à 11h. Pour le micro-ramba, c'est un premier message. Non, une fois dans la salle, toute tendance politique confondue. Bala Sakandé, le tout-puissant hier président de l'Assemblée nationale, si devant président du MPP, dans la salle, que se trouve au fond de la classe, et qui, à la limite même, porte des masques, des verres noirs pour ne pas qu'on puisse l'identifier. C'est pour vous dire que, pour le micro en bas, la vie nous enseigne plein d'enseignes, la vie nous enseigne plein de leçons. Quel que soit le poids de notre responsabilité, quel que soit le poids de nos fonctions, il n'y a rien de plus noble que de rester humble, que de rester sage. D'accord. Oui, c'est très très important ce que je dis. Sauf d'autant plus que vous verrez avec moi que dans la salle, oui, il y a eu des gens effectivement qui ne voulaient même pas qu'on les photographie, qui ne veulent même pas prendre la parole. Et ça, c'était un message fort pour dire effectivement que tout le monde est indépendant. D'accord. Alors, M. Sako Drago, rapidement. Non, mais je ne suis pas d'accord avec M. Novo quand il dit que le président du FASO a fait attendre les partis politiques jusqu'à c'est un signal. Non, je pense que il est tellement respectueux de tout ce qu'il a invité, il ne va pas les faire attendre parce qu'il veut les faire passer un message. Non, un message, ça ne se fait pas passer comme ça. Je pense que non, il est assez responsable pour... D'accord, en fait, merci beaucoup. Non, oui. Je n'ai pas fini, mais je vais oui, mais aussi vous n'avez pas beaucoup de temps. Hein? Non, mais je vais aussi dire oui, que le message a été clair. Le message qu'il a donné aux partis politiques a été très clair. Il a tenu pour responsable l'échec des partis politiques, ce qui a amené la situation qui prévaut actuellement. Il les a tenus pour responsables. En partie. Donc, c'est clair. J'ai dit il a tenu les partis politiques pour responsables. Voilà, de ce qui est arrivé. Oui. Donc, voilà, c'est clair et net. Moi, je ne dis pas en partie, je dis il les a tenus pour responsables de la situation qui prévaut. Mais vous n'allez pas déformer les propos du chef de l'État, M. Sakabedra. En tout cas, merci beaucoup pour cette réaction. Nous allons poursuivre cette émission de débat sur les antennes de la chaîne africaine de télévision pour parler de toute autre chose à présent, en relation bien évidemment avec la situation socio-politique au Burkina. Nous parlerons à présent des remue-ménages opérés au sein de l'armée burkinabé. Vous avez été témoin, mesdames, messieurs, de la nomination de nouvelles personnalités à la tête de certaines unités de l'armée du Burkina. Un nouveau chef d'état-major général des armées, un nouveau chef d'état-major général de la gendarmerie nationale également. On en parle avec vous, M. Abraham Badolo. Vous êtes le président de l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie, une structure de la société civile au Burkina. Alors, comment est-ce que vous réagissez à ces changements? Est-ce que vous allez nous dire ici que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba voudrait travailler avec ces hommes de confiance pour atteindre l'objectif numéro 1 du MPSR, qu'est la question de la sécurité? Vous savez, là, le président du FASO n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il a intérêt... Il ne pourrait pas en être autrement. Ça ne pourrait pas en être autrement. Parce que nous avons l'œil et nous veillons au grain. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est obligé de travailler avec ces hommes de confiance pour satisfaire le peuple, pour qu'il y ait plus de résultats. Et c'est ce que nous avons toujours demandé. Si vous reprenez un peu les conférences de presse que nous avons tenues de par le passé, nous avons demandé au chef de l'État de responsabiliser les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et de responsabiliser plus les jeunes. Parce que vous savez, quand vous regardez tous ceux qui ont été nommés, c'est des gens qui ont de la matière à revendre. C'est des hommes de terrain. Et moi, je garde espoir. Ma fierté et ma joie dans cette histoire, c'est que je commence à sentir les choses bouger au niveau du chef de l'État. Vous voyez que ça n'a pas pris du temps. Et quand on regarde les différents profils, on se dit que le meilleur reste à venir pour les Burkinabés. En termes de résultats. En termes de résultats. Dans la lutte mais contre le terrorisme. Il leur faut plus de courage et plus de détermination. Et il leur faut aller très vite et très rapidement. Je le dis ainsi parce que vous savez que jusqu'à présent, les attaques continuent.
Donc, que chacun se mette au travail pour qu'ensemble nous puissions, dans 100 jours, parce que moi j'attends les 100 jours, pour pouvoir dire ce que je pense vraiment de la gestion du nouveau président. D'accord. Merci beaucoup, M. Barthelot. Alors, Dr Maxime Kaboré, quelle est votre réaction par rapport à ce remue-ménage opéré cette semaine donc, au niveau de l'armée du Burkina? De nouveaux chefs ont été nommés. Est-ce que vous avez vous aussi le sentiment que le chef de l'État, Paul-Henri Damiba, voudrait s'entourer d'hommes de confiance pour atteindre les objectifs que le MPSR s'est fixés? Je pense que ce n'est pas pour moi un remue-ménage, je dirais plutôt une réorganisation. Ah oui? C'est clair. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte qu'il y avait des dysfonctionnements graves. Et ces dysfonctionnements ont été reconnus par le président Roch-Martin Sankaboré, qui avait reconnu cela. Il a même fait des changements. Et donc, le lieutenant-colonel Damiba en a bénéficié, puisqu'il a été aussi nommé en décembre. Et il y a aussi Cabré David, qui est actuellement chef d'état-major général des armées, qui était aussi promu. Il y a aussi le lieutenant-colonel Samba Evra. Donc, toutes ces personnes-là avaient été reconnues pour leurs compétences. Maintenant, ils sont au devant. Je crois que le lieutenant-colonel Damiba, qui est le chef suprême des armées, puisqu'il est chef de l'État, il connaît les hommes qu'il faudrait mettre, puisque finalement lui-même, il a été sur le terrain et ses compétences sont reconnues. Ce n'est pas des gens qui agissent n'importe comment. Et puis d'ailleurs, je crois qu'il faut quand même se dire une chose. Ce n'est pas des gens qui veulent le pouvoir pour le pouvoir. Hein. Ils ont dit clairement qu'ils étaient contraires par rapport à la situation sécuritaire, de prendre leurs responsabilités. Donc je crois que c'est des patriotes et il faut quand même se dire, il y a des hommes qui sont de valeur, ce qu'il a nommé là. Bon, il y a des gens qui sont professionnels en lui parce qu'il les connaît, il sait très bien, mais ce n'est pas une question de promotion. Il y a le chef d'état-major général des armées, Cabré David, qui est la promotion 80, hein, l'amiral est la promotion 79, donc ce sont nos jeunes, mais qui est compétent, qui est reconnu comme tel. Et je crois que c'est important qu'il y ait cette réorganisation et il veut atteindre les objectifs-là. Et c'est clair que s'il ne met pas des gens dans la chaîne de commandement qui sont capables d'arriver à l'objectif-là, ben il peut s'en vouloir. Et je crois qu'il a une obligation de résultat. Et je crois que ces changements sont nécessaires. Et ce n'est pas parce que les autres n'ont pas de mérité. Mais je pense que c'est aussi important de propulser des gens qui peuvent donner un souffle nouveau et un sursaut pour arriver à vaincre. Merci, Dr Maxime Kaboré. Et votre avis, M. Idrissa Nogo? Oui, vous savez, moi je l'écoute, depuis chaque fois qu'il parle, que ce soit un message solennel ou dans les couloirs ou dans les coulisses. Ou les communiqués. Ou dans les communiqués, merci beaucoup. Moi je l'écoute beaucoup. Il a dit, c'est ça, les gens ne lisent pas entre les lignes. Les gens l'écoutent sommairement, ils vont prendre une bière et puis ils vont se coucher. Il faut passer ces messages au scanner. Il a dit que l'actualité de besoin nous oblige à aller davantage à l'offensive. Il s'adresse aux forces de défense et de sécurité. Et que nous devons mettre urgemment en place un plan c'est pas une riposte, une stratégie en marche à même de permettre le retour rapide des personnes déplacées internes qui, je le dis, puisque je l'ai fini par l'apprendre par cœur, parce que c'est quand même sérieux, 1 579 976 personnes déplacées internes à la date du 31 décembre 2021. Il faut que donc ces 1 million-là retournent sur leur terre d'origine. Voilà deux aspects très fondamentaux dans son discours. Mais pour se donner les moyens d'atteindre ces deux objectifs, il nous faut obligatoirement donc sectionner les corps morts dans l'armée. Sectionner les corps morts au niveau de la hiérarchie dans l'armée. Et c'est ce qu'il fit. Ah oui, et c'est ce qu'il est en train de faire. La preuve, l'unanimité a été faite sur le régime de M. Roch-Martin Kaboré que nous avons prioritairement un problème qu'il y a un dysfonctionnement criard au sein de l'armée burkinabé. Entre le sommet et la troupe, la transmission est coupée. Ça, c'est une réalité que tout le monde a reconnu ça. Donc, Paul-Henri Damiba en est conscient. Donc, il a attaqué par là-bas. Deuxièmement, le SOS des forces de défense et de sécurité le 14 novembre 2021, qui n'est pas remonté, jusqu'à ce que les terroristes viennent les achever comme des poulets morts. C'est encore un problème de commandement dans la hiérarchie. Entre le sommet et la troupe, ça ne passe pas, c'est coupé. Troisième chose, ça c'est des guerres d'école militaires.
l'ancien patron des renseignements généraux, il s'appelle le lieutenant-colonel François Ouédraogo, qui par ailleurs est de la gendarmerie. Colonel-major. Colonel-major. Excusez-moi, merci bien. Il est colonel-major François Ouédraogo qui contrôlait donc le renseignement autour, donc, aux côtés du chef de l'État, l'ancien chef de l'État. Ancien directeur général pour de nombreux militaires, oui. surtout au niveau de la hiérarchie, en tout cas pour la majorité, il servait d'écran entre l'armée pure et dure là, et puis donc la République. Ça aussi, donc, il fallait donc amputer cet obstacle-là. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça. On ne peut pas avoir une chose et son contraire. Quels sont les éléments qu'ils ont mis devant les militaires pour prendre le pouvoir? C'est la restauration de l'intégrité du territoire. Donc, ils s'en donnent les moyens. Donc, c'est ça. Ils veulent rétablir cette communication, cette transmission, ce commandement cassé, rompu entre la hiérarchie et la base. Mais ce que les gens ne savent pas, et je vais dire une chose que j'assume d'ailleurs, il vient en réalité de très loin ce monsieur-là, monsieur Paul-Henri Damiba. Oui, au temps fort du régime de monsieur Blaise Compaoré, au temps fort où l'ex-RSP, le régiment présidentiel de sécurité faisait la pluie et le beau temps, il a été tentative d'assassinat par arme blanche par deux de ses frères d'armes au camp Nabakom logé à la présidence du Faso. Ça, les gens aussi ne le disent pas. Voilà pourquoi d'ailleurs il n'est pas en odeur de sainteté avec une hiérarchie de l'ex-RSP. Et je mets le reste dans mon coffre-fort comme preuve et je vous attends venir. Merci beaucoup, Monsieur Nogo, pour ce développement. Alors, Monsieur Isiaka Ouédraogo, votre avis à présent sur ces changements donc, au niveau de l'armée du Burkina. Vous avez été témoin de ce que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a procédé donc à de nouvelles nominations. D'autres chefs militaires également ont été limogés. Cela donc a donné lieu à un communiqué précédent, notamment le chef d'état-major général des armées, l'ancien désormais, et le directeur général de l'Agence nationale des renseignements. Alors, comment est-ce que vous interprétez effectivement ce que l'on peut appeler remue-ménage au sein de l'armée? Bon, je crois que le remue-ménage était prévisible et c'est tout à fait normal. Et venons d'abord au contexte même en fait du coup. Pour moi, c'est un coup de force, c'est pas un coup d'État. Ah oui. Oui, parce qu'un coup d'État, c'est... Quelle est la différence? Non, la différence, le coup d'État, c'est l'œuvre en fait de l'armée, de la haute hiérarchie de l'armée. Voilà, donc un coup d'État, c'est l'œuvre de l'armée en tant qu'institution. Voilà, mais le coup de force, en fait, c'est des soldats qui ont décidé de mettre fin à la marche en fait d'un régime démocratique. Et pour des raisons voilà, qu'ils trouvent nécessaires, et pour des raisons, bien sûr, comme par exemple ce qu'ils ont avancé. Et je peux même vous donner, par exemple, quand on fait l'historique des coups d'État au Burkina Faso, il n'y a que, en fait, le 3 janvier, le soulèvement populaire, voilà, ça c'était un coup d'État, parce que c'est la hiérarchie militaire, en fait, avec le général Sangoulé Lamzana, qui a pris, en fait, le pouvoir. Voilà, mais quand vous prenez le reste, par exemple, que ce soit le CSP1, le CSP2, le CNS, c'était des coups de force. Ah, c'était des coups de force. Voilà, donc il faut savoir faire aussi la différence entre le coup de force et le coup d'État. Alors donc un coup de force de ce genre ne peut qu'amener un remue-ménage au sein, en fait, bien sûr de la hiérarchie militaire, dans la mesure où, en fait, la personne est obligée de travailler avec des éléments, en fait, qui sont dans la même conception que lui. Parce que tu ne peux pas prendre des gens qui ne sont pas dans la même conception que toi et travailler avec eux. Ce n'est pas possible, ça va amener des problèmes. Donc, c'est ces gens qui sont sur la même ligne en fait, de conception qu'eux, en fait, qui peuvent en fait, bien sûr avoir accès à de hautes responsabilités militaires pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir cheminer ensemble. D'accord. Merci beaucoup, M. Isiaka Ouédraogo. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre cette émission pour parler d'un autre sujet, en lien toujours avec la situation sociopolitique au Burkina. On parlera désormais de la dissolution des collectivités territoriales. Cela a fait l'objet d'une décision qui a été prise donc par le MPSR au cours de cette semaine. Vous le savez certainement. Désormais, les conseils des collectivités sont dissous au Burkina Faso. C'est une décision certainement qui était attendue. Docteur Maxime Kabourès, comment est-ce que vous interprétez cela? Est-ce que c'est une suite logique de ce qui avait été prévu? Bien sûr, à partir du moment où l'Assemblée nationale est dissoute, n'est-ce pas? Mais les collectivités territoriales aussi auraient dû être aussi dans le collimateur. Et puis en plus de ça, ils étaient en fin de mandat, ils ont eu des rallonges
je pense qu'il était temps donc d'arrêter. Et surtout que l'on ne voit pas vraiment la plus-value. On voit bien sûr que certains sont impliqués dans l'histoire de lotissement, c'est ce qui intéresse. Je crois que tout ça, c'est bien de prendre du recul. Je ne dirais même pas de prendre du recul, de faire un arrêt et de revoir les choses afin de mettre des textes bien clairs, afin que nous ayons des institutions fortes, n'est-ce pas, et non pas des maires forts qui sont investis de la toute-puissance et qui pensent qu'ils sont arrivés alors qu'ils ne sont pas au départ. Je pense que c'est important, effectivement, que cela se fasse et que l'on puisse remettre tout à plat. De toute façon, les élections allaient même être reportées. Il y a des réunions qui se faisaient au préalable pour reporter. Et c'est encore ramener les choses dans le calendrier grec. Je crois que c'est bien de faire cela afin qu'on puisse avancer. On sait que ces collectivités territoriales vont être incessamment mises sous délégation spéciale. Est-ce que ça ne va pas freiner le développement local quand on sait que la délégation spéciale ne fait pas tout en matière d'actes sur le terrain? Non, mais je pense qu'à partir du moment où finalement l'essentiel c'est de continuer, n'est-ce pas, le travail qui est fait. Les affaires courantes. Je crois que ce n'est pas le maire lui-même. Au contraire, le maire, par la coloration politique, effectivement, freine même plus, oui. Effectivement, si les gens sont conscients que le but, c'est de défendre, n'est-ce pas, la collectivité, c'est de travailler dans l'intérêt général, il n'y a aucun problème à ce niveau. Je pense qu'il n'y a rien qui va empêcher le développement de l'espace local. Et je crois que les gens vont se rendre compte qu'ils sont dans un endroit bien donné. Et ce qui doit motiver les gens, comment on travaille ensemble pour arriver à rendre le meilleur pour les populations. C'est ça qui importe le plus. On sait que les présidents de délégations spéciales ne prennent pas toutes les décisions qu'un maire aurait pu prendre. Ce n'est pas un frein au développement, ça? Non, aucunement. Je pense que de toute façon, c'est une question transitoire. Ce n'est pas quelque chose qui va s'éterniser. Je crois qu'à un moment donné, on va revenir aux élections avec des maires élus. Et bon, les gens auront... Merci beaucoup, Dr Maxime Kabouré. Alors, Monsieur Abraham Badolo, on en parle avec vous. Le chef de l'État a décidé de la dissolution des collectivités territoriales au Burkina Faso, ce qui suppose qu'elles seront remplacées par des délégations spéciales comme ce que l'on a connu sous la transition en 2015. Alors, c'était une décision qui était attendue. C'est ce qu'ont dit les deux précédents intervenants sur ce plateau. Est-ce que c'est votre avis également? Oui, tout à fait, c'était prévisible et même logique. On savait tous qu'après la dissolution de l'Assemblée nationale, forcément cette décision allait également venir. Donc c'est une suite logique à la situation, quoi. Maintenant, comme vous l'avez bien dit, c'est une situation qui ne va pas s'éterniser. Donc moi je ne vois pas de mal en cela. Et parce que nous sommes dans une situation où beaucoup de collectivités n'arrivaient pas à fonctionner. Parce que vous savez qu'il y a des collectivités qui se trouvaient en zone rouge. Oui. C'était difficile pour ces collectivités de fonctionner. Mais c'est sûr qu'avec la stratégie militaire qui va être mise en place, avec la récupération progressive de ces zones rouges-là, je pense que ça permet également... ça donne le temps à ces collectivités de pouvoir relancer leur machine de développement temporaire en attendant que les choses entrent dans l'ordre. Donc vous n'avez pas de crainte par rapport aux conséquences éventuelles d'une telle décision? Non, mais vous savez que il y a beaucoup de projets qui étaient amorcés qui vont certainement connaître un coup de frein. Non, mais vous savez, nous devons tous nous sacrifier pour que la situation puisse revenir à la normale. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour tous les Burkinabés. Parce que sans sécurité aujourd'hui, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix. Est-ce que vous comprenez? Mais chacun doit savoir que il y aura force, les conséquences vont peser sur nous tous, mais nous devons l'accepter pour pouvoir rebondir et repartir de l'avant. Sinon, sans cela, ça va être compliqué pour notre émergence. Donc, pour ce temps de sacrifice-là, il est important que les gens sachent que la nation doit aller au-delà de tout ça. Et je ne vois pas quelqu'un qui pourrait quand même s'y opposer, parce que vous savez que la question sécuritaire est une question cruciale qui tient à cœur tous les Burkinabés. Parce que vous savez, aujourd'hui, personne ne peut se déplacer librement, aller dans son village sans ne pas être inquiété. Vous voyez même les déplacés. Il y a beaucoup de collectivités qui n'ont plus de... comment dire ça? Qui n'ont plus d'habitants.
Parce que beaucoup, imaginez-vous, comme il y a combien de Il y a des communes mortes. Il y a des communes mortes, plus de 1 million et quelques de déplacés. Est-ce que, imaginez-vous, si on doit repartir ces 1 million dans les différentes communes du Burkina, combien de collectivités aujourd'hui ne fonctionnent pas dû à l'effet du terrorisme. Donc c'est un sacrifice normal et nous devons l'assumer en tant que Burkinabés pour que nous puissions repartir sur de nouvelles bases et espérer que ceux qui sont là, comme ils se disent stratèges, et nous avons confiance qu'à preuve du contraire, parce que quand nous regardons les différentes nominations, c'est des jeunes, et je me dis que c'est des gens qui sont pressés de prouver de quoi ils savent faire sur le terrain pour le bonheur des Burkinabés. Merci beaucoup, M. Abraham Badolo. Alors, M. Idrissa Nogo, à la suite des députés à l'Assemblée nationale, ce sont les maires qui sont renvoyés chez eux. C'est un chômage technique également au niveau donc, des différents maires, des présidents de conseils régionaux, des conseillers municipaux. Tout est remis à plat. Alors, quelle est votre lecture sur cette décision du MPSR? La République est le contraire de l'état d'exception. Avec l'avènement du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui a officiellement pris les rênes du pouvoir le 24 janvier 2022, l'ordre constitutionnel tombe. Donc on se retrouve comme, c'est ça, comme si effectivement on glisse vers un environnement d'état d'exception. Donc il y a des éléments qui sont tenus de fait et de droit de tomber. Les organes exécutifs locaux sont des nourritures de la démocratie. Alors, dès lors qu'on se trouve dans une sorte de régime d'exception, les organes exécutifs locaux n'ont plus les raisons d'être. Là, effectivement, où il faut accélérer les choses, ces organes exécutifs locaux-là sont une sorte d'apprentissage de la démocratie à la base. Donc, en les stoppant, effectivement, ça porte un coup d'arrêt à l'exercice. Oui. Parce qu'on porte et on transporte le développement local vers les éléments qui sont au creux de la pyramide, au bas de la pyramide. Donc, on stoppe tout ce processus, ce qui n'est pas intéressant. Parce que la démocratie participative qui délègue les pouvoirs se manifeste par le transfert des pouvoirs et des compétences sur le terrain. Tout ça, c'est stoppé, ce n'est pas intéressant. Mais c'est bien, et c'est même très bien, puisque l'histoire, par l'histoire, les archives nous apprennent que la quasi-totalité des maires MPP des communes rurales et urbaines sont dans les couloirs de la justice en attente d'être jugés pour malversation, vol de parcelles. La quasi-totalité pour le Rwanda. Et puis la quasi-totalité des sessions des conseils municipaux sont bloquées pour des règlements de comptes politiques, pour des raisons de chapelle politique, pour des vols d'une parcelle, des vols des terrains. Les gens se font élire à la base rien que pour le contrôle et le monopole de la terre et des parcelles. C'était un travail gratuit, une mission gratuite. Vous ne trouverez point un citoyen pour aller se faire élire dans un village dont les frais de session font 2000 francs jour. Personne ne s'en irait vers là-bas. Et c'est vraiment dommage. Donc, si la jeune même ne le fait pas, ça pose problème. Elle se contredit. Parce que les maintenir ces organes exécutifs locaux, c'est aux antipodes de l'état d'exception. Oui. Maintenant, il faut aller très loin. Et je formule cela sous forme de doléance. Vous avez dissous les conseils des collectivités territoriales pour parler techniquement. C'est bien, mais il faut aller au-delà de ça et aller très loin. Il faut rapidement organiser un audit comptable et financier de toutes ces mairies. Il faut rapidement organiser un audit comptable de tous les ministères, de toutes les institutions, de toutes les sociétés d'État. Parce qu'à l'heure actuelle, au moins, je suis en train de vous parler, les traces sont en train malheureusement de disparaître dans toutes ces institutions que je viens de citer. Et ce n'est pas intéressant. Mais pour le Micro-Rwanda, c'est l'occasion faisant le larron, il faudrait que la transition, enfin, la junte militaire, le MPSR, saisisse l'occasion une fois pour toutes je vous demande pardon. Et pendant qu'on y est, comme c'est une transition, faites beaucoup de choses en si peu de temps, mais en bien. Il faut prononcer rapidement le divorce là, ce divorce là entre le pouvoir politique moderne et le pouvoir traditionnel et coutumier. Il faut légiférer sur ça. Et puis rapidement aussi, il faut qu'on nous dise c'est quoi pour le Micro-Rwanda. Quelles sont les qualités, enfin les critères par exemple pour accorder, j'ai une digression, toutes mes excuses, mais c'est important.
Quels sont les critères pour accorder, par exemple, un passeport diplomatique à un citoyen ordinaire? Quel est le statut qu'il faut avoir, les critères que le citoyen doit dégager aussi pour obtenir aussi un passeport diplomatique? Je le dis parce que je suis allé fouiller et j'attends. Je connais aussi le nombre et je connais aussi leur identité et le profil de toutes ces personnes-là qui n'ont rien à voir avec un lien diplomatique. Et qui sont attributaires de passeports diplomatiques jusqu'aux femmes de ménage, s'il vous plaît. Je pourrais donner, la transition est vraiment la bienvenue. Je pourrais donner progressivement, au fil de ces émissions de cette Afrique, progressivement, je vais sortir les noms, je vais sortir les identités, je vais sortir les profils, et je vais donner les noms de ces femmes de ménage-là qui disposent de passeports diplomatiques. Et ça, on l'a fait sous le régime de M. Roch-Marc Christian Kabouri. Là, c'est le journaliste d'investigation qui parle à présent. Bien sûr. Et je suis enfin libéré, parce qu'il n'y a plus d'obstacles devant moi. D'accord. Alors, merci beaucoup, M. Idrissa Nogo. Alors, une question à vous, Dr Maxime Kaboré. Cette dissolution des collectivités territoriales intervient dans un moment où le débat avait déjà été lancé au niveau de la classe politique sur le mode de scrutin pour l'élection des maires. Vous savez certainement que les uns étaient pour le suffrage direct, d'autres disaient effectivement qu'il fallait donc attendre un peu. Alors comment est-ce que vous pensez que cette occasion peut être saisie pour mettre les choses à place de nouveau, pour faire en sorte justement que cette question d'élection des maires soit complètement encadrée dans la perspective des prochaines élections? Moi, j'ai toujours été pour que le maire soit élu de façon universelle. Oui. C'est un suffrage universel. Oui. Voilà, c'est quelqu'un de la localité qui est connu et reconnu indépendamment des chapelles politiques. Parce que quelque part, quand on rentre, n'est-ce pas, dans les notions des conseillers municipaux qui doivent choisir le maire, on a bien vu qu'il y a des gens qui étaient cooptés, d'autres étaient achetés, et finalement, on arrivait à avoir un maire qui est élu, mais qui n'a pas vraiment la légitimité populaire. Oui. C'est clair. Parce que simplement, il y a eu plus d'argent pour l'achat des consciences. Oui, il a été imposé par son parti. Oui, il a été imposé par son parti, mais finalement, sans que finalement ce soit quelqu'un qui ait les compétences. Parce que souvent aussi, comment se fait-il alors que les partis positionnent certaines personnes? Il y a des gens qui sont très compétentes, il y a des personnes compétentes qui sont là, qui n'ont jamais été proposées par leur parti, parce que ces personnes les dérangent. Parce que c'est des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche et qui sont là pour servir l'intérêt général. Et si ces personnes n'ont pas l'acquaintance ou l'onction des chefs de parti, ces personnes ne seront jamais proposées, n'est-ce pas, pour avoir, n'est-ce pas, le suffrage, n'est-ce pas, du parti. Donc, on parlera donc désormais donc, de la levée de la mesure de couvre-feu au Burkina Faso. C'est une mesure donc, qui est tombée. Ça fait partie donc, des nouvelles décisions prises par le MPSR au Burkina Faso. Plus de couvre-feu au Burkina, mais attention, il est désormais interdit les activités donc, de réjouissance populaire au-delà de minuit. On en parle avec vous, M. Abraham Badolo, pour commencer autour donc, de ce débat. Alors, quel est votre avis là-dessus? Bon, est-ce que ça a été une bonne décision selon vous? Bon, ce n'est pas simple, hein. La question n'est pas simple à répondre. Ah bon? Mais de mon avis, je pense que c'est une très bonne chose parce que ça va permettre aux populations des grandes villes de savoir que le Burkina Faso est en danger. Et à travers cette décision, les gens sauront qu'il y a des villes, il y a des villages, et il y a des déplacés au Burkina Faso. Parce que souvent, vous savez, nous avons eu à parcourir plusieurs localités où nous avons eu à faire des dons aux déplacés. Quand vous allez sur ces sites de déplacés et que vous revenez à Ouagadougou, vous avez très mal. Parce que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont à Ouagadougou ou dans les grandes villes qui ne savent vraiment pas ce qui se passe sur le territoire. Pour moi, ça va permettre à tout un chacun de se remettre en cause. Quand nous allons rentrer à ces heures définies par la junte militaire, là, nous allons nous asseoir, réfléchir et savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un changement nouveau qui est en train d'être fait et que nous avons tous intérêt à nous aligner pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution pour que tous les Burkinabés puissent être sur le même pied d'égalité. Parce que ici, vous allez à Kaya, c'est déplorable quand vous voyez se déplacer, que ce soit Kaya, Ouaïga et autres. Mais quand vous revenez dans les grandes villes, vous verrez que les boîtes sont remplies, les maquis sont débordés, les gens s'en fichent pas mal en réalité de ce qui se passe. Donc cette mesure, moi je l'approuve. Je l'approuve et je trouve... Est-ce qu'elle n'est pas restrictive des libertés aussi? Moi, je ne pense pas. Du moment également que ceux qui sont là veulent bien mener leur mission. D'abord, vous savez que quand on parle de
sécurisation du territoire. Même les grandes villes sont concernées. S'ils ont défini ces heures, c'est qu'ils savent pourquoi. Parce que je vous rappelle que l'ambassade de France, même l'ambassade des États-Unis ont eu à déterminer certains quartiers de Ouagadougou comme étant des zones rouges. Peut-être que c'est la synthèse de tout cela qui fait que les gens veulent aller avec plus de prudence pour que nous puissions éviter les cas de Asie, Istanbul ou de Cappuccino et autres. Et moi, si c'est dans ce sens, moi je trouve que c'est une décision normale. D'accord. Mais justement, ce n'est pas une décision qui va durer éternellement. Ouais. C'est pour pouvoir tout remettre en ordre, pouvoir prendre la température de la situation et sécurité réelle de nos villes et de nos populations avant que la situation ne revienne à la normale. Donc, pendant ce temps de transition ou bien pendant le temps que les militaires sont aux affaires, nous devons tous savoir qu'il y a quelque chose qui doit changer. D'accord, dans le comportement individuel. Oui. Dans le comportement individuel, chacun doit se sacrifier pour que nous puissions tous atteindre nos objectifs. D'accord, merci beaucoup, M. Badolo. Alors, Dr Maxime Kaboré, comment est-ce que vous réagissez à cette décision du MPSR? Les couvre-feux sont désormais levés, c'est une mesure de levée de couvre-feu, mais qui a sorti d'une autre mesure de restriction en ce qui concerne donc l'interdiction des activités de réjouissance à partir donc, de 0 heure désormais. Moi, je ne suis pas un bourlingueur comme mon frère et ami Saka. Donc, parler de façon générale, comment est-ce que vous réagissez à ça? Je vous dis que moi, c'est les grandes villes qui sont concernées par cette mesure de réjouissance. Parce qu'il n'y a pas d'activité de réjouissance en milieu rural. Parce que, moi je dis clairement, le Burkina, on ne peut pas dire qu'on est en guerre si pendant ce temps, des gens pleurent, n'est-ce pas, leur mort. Souvent, on fait, n'est-ce pas, un deuil national, mais Ouagadougou n'est pas concerné, les gens continuent à festoyer. Un peu de décence, un peu de compassion pour ceux qui souffrent. Et je dis clairement, comme il a si bien dit, effectivement, je pense qu'on a la possibilité de continuer à vivre tranquillement. Le couvre-feu a été levé. Même dans certaines localités, le couvre-feu est maintenu pour des raisons de sécurité. Tout à fait. Fada, par exemple, ou d'autres localités. Dans le Sahel aussi. Mais je crois qu'il faut quand même que les gens aient le sentiment qu'on compatit à leur douleur et qu'il n'y a pas deux Burkina. Un Burkina qui est concerné par les problèmes et un Burkina qui vit, qui festoie. Et moi, j'ai toujours été contre le fait qu'on décrète un deuil national pour des soldats qui ont perdu la vie et qu'on ne peut pas compatir les familles éplorées en continuant à festoyer à Ouagadougou et que les maquis continuent toujours à faire la bombance. Je crois qu'ils ont bien fait de restreindre cela et moi, ça me convient totalement, même si je sais que mon frère ne va pas se réjouir. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Dr Maxime Kaboré, pour cet avis. Alors, on en parle avec vous, monsieur Issaka Ouedraogo, le gouvernement du Burkina, disons, le MPSR qui décide donc de lever le couvre-feu, mais qui met des balises en ce qui concerne donc ces activités de réjouissance. On a vu de par le passé, même sous les deuils nationaux, il y a donc des maquis qui sont débordés. Est-ce que c'est une décision qui est la bienvenue pour vous, et en ce sens qu'elle pourrait permettre donc de freiner un peu l'élan de ceux qui aiment la fête jusqu'au bout de la nuit? Tout ce que je peux dire, c'est une bonne décision. Ça va nous rappeler à l'unité nationale et à la compassion. C'est tout. Oui. Merci beaucoup, M. Issaka Ouedraogo. Alors, M. Idrissa Nogo, sur cette question, la même question justement, où on a cette situation où il n'y a plus de couvre-feu, ce qui est une bonne chose pour les activités nocturnes, mais désormais, plus de maquis aussi, jusqu'à une certaine heure. Est-ce que ce n'est pas une restriction de liberté ou c'est une décision qui est bienvenue? Vous êtes... C'est une question, hein? Vous êtes journaliste, je suis journaliste comme vous. Oui. Nous sommes très très sensibles dès qu'on parle effectivement de restriction des libertés collectives et individuelles. Ça aussi, ça non. Monsieur les membres de la junte militaire, ça il faut rapidement rectifier ça. Parce que si on stoppe la vie, il n'y a plus de vie. Oui. Vous savez que depuis 2016, nous sommes attaqués par les terroristes. Oui. À cela vient s'ajouter en 2020 et jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a la Covid qui vient de tout mélanger pour parler terre à terre. Donc, depuis un certain temps, les affaires de nos amis commerçants, des hommes d'affaires, les sociétés, les affaires périclitent. Ça ne marche plus. Tout est en berne. Donc, si il faut... Parce qu'il y a des activités commerciales qui ne vivent, qu'on ne peut mener qu'une fois la nuit tombée. Et généralement, d'ailleurs, tard dans la nuit.
Alors, si vous devez effectivement restreindre les libertés, les mouvements des uns et des autres, ça pose problème. Et la République se veut, est un espace ouvert où les uns et les autres sont libres d'aller et venir. Si ce signal-là, c'est pas en m'empêchant, moi, de prendre la bière que je compatis forcément. La compassion, c'est une conviction. Elle doit être sincère. Oui. Si vous m'y obligez, ça devient de la triche. Et ça devient de... C'est pas bon. Il faut appeler les uns et les autres à compatir autrement. C'est vrai, ce message s'adresse aux gens des grandes villes. Ils vivent comme si de rien n'était. Les gens se comportent dans les grandes villes comme si le terrorisme là, c'est dans la périphérie, c'est dans le Sahel, surtout à l'est. Ce n'est pas comme ça. Donc, en réalité, c'est un signal fort aux gens de la ville que nous sommes. Parce qu'on sent l'indifférence en effet. On boit notre bière, on mange notre porc au four, on prend la copine notamment, on feinte la police, on rentre dans les angles morts et puis on se retrouve à l'autre bout de la ville et puis on murmure dans ses oreilles. C'est pas sérieux. Voilà, la compassion doit être très sincère. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que les Burkinabés en faisaient trop, hein? Parce que vous savez certainement que c'est un pays où les gens aiment trop la fête. Il y a quelquefois de la musique jusqu'au bout de la nuit dans les quartiers. Avant même cette décision, beaucoup de gens s'en plaignaient déjà. Non, le Burkinabé est devenu incivique, il est devenu insensible. Les gens pensent que le Burkinabé de la ville pense que tant que la douleur, le mal, le deuil ne le touche pas directement dans son environnement social de vie, lui il doit continuer son chemin. C'est ça que la jeune en réalité veut faire enlever dans la tête des citadins. C'est ça le message fort. Parce que le plus souvent aussi, en réalité, on n'a pas besoin de mettre un cadre, de mettre des restrictions sur un individu conscient en mouvement pour qu'il prenne conscience que le pays est en danger et est permanemment en guerre. À partir d'une certaine heure, toi-même qui es conscient, tu sais que le pays est vraiment pris en tenaille. À partir d'un certain moment, toi-même tu dois te retirer, sauf si ton activité t'y oblige. D'accord, il y a aussi... C'est juste temporaire, monsieur. Oui, ben, enfin, c'est une décision temporaire, on peut le supposer. Voilà, alors, est-ce que vous ne pensez pas, monsieur Badelo, d'ailleurs, que le MPSR a été un peu large, hein, parce que cette mesure ne s'applique pas au week-end, le délai est encore prolongé jusqu'à 2 h du matin. Est-ce qu'ils n'ont pas bien mesuré ils n'ont pas bien mesuré la décision? D'abord, la mesure est temporaire. Oui. Et la mesure est tout à fait normale. Elle est pertinente. Pour tout Burkinabé conscient et soucieux de l'avenir de son pays. Ça, c'est indiscutable. Et en plus de ça, ils ont été encore plus larges, hein, comme vous l'avez si bien dit, oui, en prolongeant les heures, les jours de week-end. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire qu'ils sont soucieux même. C'est-à-dire que ce n'est pas une restriction des libertés en tant que telle. C'est pour permettre à chaque Burkinabé de s'impliquer dans ce qui se passe dans le Burkina Faso. Parce que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont au Burkina qui s'en fichent pas mal de quand ils apprennent qu'il y a eu des militaires qui sont tombés à l'est, où il y a eu des civils qui ont été tués par des civils. Ils sont dans les grandes villes, ils sont indifférents, ils sont dans les maquis et ils fêtent sans se soucier vraiment de ces personnes-là, parce qu'ils sont également des Burkinabés. Et ils ont le droit de vivre également comme ceux des grandes villes en réalité. Moi, je trouve que c'est une mesure qui est louable et qui va soulager également les populations des zones rouges. Ils sauront que elles ne sont plus seules à vivre cette insécurité. Elles sauront qu'il y a des gens également en ville qui ressentent cela dans leur quotidien. Et moi, je dirais que c'est une mesure sociale. Oui. Je vous explique un peu comment nous faisons nos collectes. Entre amis, nous pouvons décider 2 week-ends que chacun puisse sacrifier le prix d'une bouteille de champagne ou le prix d'une bouteille de bière ou de porc au four ou de quoi que ce soit. Et on essaie de faire cette collecte entre amis, oui, on récolte quelques sommes et on arrive à acheter du riz, des spaghettis, de l'huile que on distribue à ces populations pour les soulager un temps soit peu. Imaginez-vous, parce que c'est bien, comme je l'ai dit, cette situation, nous sommes tous responsables. Et tout Burkinabé doit s'impliquer. Nous ne devons pas nous asseoir, nous dire que non, c'est à la jeune de trouver les moyens nécessaires pour parer à tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Il faudrait que chacun s'implique, que chaque Burkinabé
puisse sacrifier ne serait-ce que 100 francs, 200 francs, 300 francs, que nous puissions nous organiser, collecter ces sommes-là pour venir en aide à nos frères déplacés qui souffrent. Parce que l'État, jusqu'à preuve de contraire, ne pourra pas tout faire. Ouais, tout seul, il est important que nous puissions, en tant qu'acteurs de la société civile ou en tant que citoyens lambda, pouvoir le faire. Nous, ce que nous faisons, ce n'est pas du miracle. C'est parce que nous sommes soucieux que nous devons tous apporter quelque chose à l'édifice de notre nation. Et c'est maintenant même que nous devons redoubler plus d'efforts dans ces différentes collectes-là pour aider la jeune à pouvoir ramener vite la paix dans notre pays. Merci beaucoup. Oui, réaction rapide. Je dis simplement qu'en fait, il faut considérer le pays comme un seul corps. Vous savez, quand tu as ton corps, lorsqu'il y a un membre du corps qui souffre, tout le corps souffre. Oui. Et je pense que s'il y a un membre qui est honoré, tout le corps est honoré. On ne peut pas se réjouir quand à côté de notre voisin pleure et dans une situation de précarité, une situation de misère. Donc je crois qu'il y a une compassion. Mais est-ce que ça se fait de façon forcée, comme l'a dénoncé M. Legault? En principe, même je suis désolé que l'on soit amené à faire ça. Ça devait aller de soi. Mais bien sûr, quand on a quand même un peu la compassion pour les gens, on ne peut pas passer comme ça, outre comme ça, alors que les gens cherchent le minimum là. Il y a des gens qui sont là, qui souffrent pour avoir 1 ou 2 repas par jour. D'accord. Et d'autres sont là, ils n'ont pas de part en souffrance. Pour vite terminer, j'inviterai également tous les opérateurs économiques. Nous avons vu que avec le football, la qualification des étalons, les opérateurs économiques ont commencé à faire de la publicité en donnant des centaines de millions pour les accompagner. C'est bien. C'est bien parce qu'ils font la fierté du pays. Mais également, j'inviterai ces opérateurs économiques-là à penser aux déplacés. Nous avons plus de 1 600 000 déplacés au Burkina Faso. Nous n'avons jamais entendu que la banque Coris ou la banque CBC a donné au moins a fait un don à hauteur de 100 millions pour pouvoir subvenir aux besoins de ces déplacés. Ni le groupe Ebomaf et autres. Moi, je pense qu'à un certain moment donné, il faudrait quitter dans le populisme et être quand même plus humble et savoir que le pays va mal et que ces sommes-là, il faudrait penser également qu'il y a des gens qui meurent de faim, qu'il y a des déplacés qui n'arrivent pas à avoir les 2 repas par jour. Et quittons dans le populisme. C'est ce que je pourrais... D'accord, merci beaucoup, M. Abraham Padolo. On poursuit justement cette émission pour parler donc de toute autre chose, toujours en lien avec la situation sociopolitique au Burkina. On parlera cette fois-ci des organisations de la société civile. Elles sont fortement représentées sur ce plateau de l'émission 7 Afrique sur les antennes de la télévision LCA. On en parle donc de ces activismes-là, des activismes débordants au niveau des OSC depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce qui peut justifier la multiplication des conférences de presse, les sorties médiatiques de ces OSC qui font à la limite des offres de services à la transition, des propositions également sont formulées. Est-ce qu'elles sont dans leur rôle, ces OSC, donc de vouloir accompagner la transition, et M. Issaka Ouedraogo? Bon, je crois que toute organisation de la société civile a sa ligne de conduite. Oui. Alors, donc, s'ils estiment qu'il faut passer par des conférences de presse pour se faire voir par la junte, voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à... C'est votre avis également, monsieur Dr Maxime Kaboré? Parce qu'on dit que ces OSC font beaucoup écran aux partis politiques aussi. Ben, je pense que les problèmes ou bien les accusations qu'on pourrait porter aux partis politiques, on pourrait dire la même chose, puisque certaines organisations sont des émanations des partis politiques. On sait très bien que ce sont des gens qui parlent souvent au nom de certains partis politiques, qui se cachent pour que ces personnes disent des choses que certains hommes politiques ne peuvent pas dire. Donc il faut que dans cette histoire-là, c'est vrai que dès que le clairon a sonné là, on a vu tous les sorciers qui sont sortis, chacun venant, n'est-ce pas, pour proposer. On a bien vu aussi lors de la transition de 2014, effectivement, comment les OSC se sont battus pour être au CNT. Et ces gens qui disaient au début, n'est-ce pas, nous sommes là pour défendre le peuple là, ben, ont exigé d'avoir les mêmes salaires que les députés, n'est-ce pas, de régime. Qui ont été renversés par l'insurrection. Bien sûr, par l'insurrection. Donc, tu vois bien que quand il s'agit d'aller à la soupe là, les gens, en fait, je crois que le pouvoir révèle la vraie nature des gens.
Il y a des gens qui n'ont pas de conviction. Quand on crée une association, c'est pour le développement, on a des idées, on a un objectif là, et on a un chronogramme, on a une activité, et on a aussi quand même un rapport d'activité. Ouais. Si on demande aux OSC aujourd'hui, faites-nous le rapport d'activité de ce que vous avez fait dans une année, certaines personnes vont se limiter à une conférence de presse ou deux, et peut-être des conférences de presse qui ne sont même pas l'émanation vraiment de l'objectif de l'ONG ou de l'OSC. Et finalement, on se rend compte que ça court, ça fait des soutiens, et souvent même, on voit bien qu'il y a des OSC, comme les partis politiques certainement, qui ne sont la représentation que de la personne qui parle. C'est clair. En dehors de sa personne, ou de deux ou trois personnes, un secrétaire général ou un trésorier, pour avoir un peu de sous là, souvent même ils se battent même après pour partager, n'est-ce pas, le gâteau. Ah bon, et c'est clair, mais on a vu tout cela ici. Donc moi je dis clairement là, il faut vraiment que les gens, si tu n'as pas une activité, c'est pas la peine de vouloir croire que c'est parce qu'il y aura la transition que tu vas avoir une activité pour en profiter. Ou bien si tu le fais, fais-le de façon patriotique, bénévolat et travaille. Que chacun travaille, que les gens travaillent. Il faut valoriser le travail, il faut valoriser l'ardeur au travail et que les gens comprennent qu'on ne fait pas une activité pour défendre des gens dans le développement si on n'est pas capable maintenant de se Alors, Dr Maxime Kaboré, beaucoup de gens estiment que ces OSC sont la caisse de résonance des partis politiques. Vous êtes un chef des partis politiques. Est-ce que vous avez des OSC? Même pas du tout. Vous savez, moi je suis au-dessus de la mêlée. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas créé d'OSC et il n'y a aucune organisation qui dépend de moi. C'est clair. Moi-même, je suis contre cette manière de faire là. Parce que je travaille dans le social, moi. Je n'ai pas besoin, moi. C'est vrai que je suis un homme politique. Je ne suis pas un politicien, je suis un homme politique. Mais je travaille dans le social. Donc, je connais ce que c'est qu'aider, être là auprès des gens, des personnes défavorisées. Et c'est ça qu'il faut. Parce que quelque part, ce n'est pas un travail. C'est un sacerdoce, c'est-à-dire c'est de donner soi-même. Et quand on voit finalement la foultitude, n'est-ce pas, d'OSC, ils sont là durant la transition 2014, il faut quand même déjà tirer les leçons. Oui. Quand on a vu, n'est-ce pas, les bagarres, les gens sont venus là, et c'est clair, mais ils se sont révélés être des imposteurs, pas des révolutionnaires. Ils n'ont rien apporté, si ce n'est que le foutre, n'est-ce pas, la pagaille. Merci beaucoup, Dr Maxime Kaboré. Alors, monsieur Idrissa Ouedraogo, vous êtes... Idrissa Nogo. Pardon, Idrissa Nogo, c'est plutôt Nogo. Vous êtes donc, vous, un leader de l'OSC, organisation de la société civile. Vous êtes le coordinateur du MPC. On a vu beaucoup d'OSC face à la presse. Il y en a qui ont organisé des conférences de presse. D'autres ont fait d'autres types de sorties médiatiques pour faire des sortes d'offres de services au MPSR aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous interprétez tout cela, même si vous, on ne vous a pas encore entendu? Qu'est-ce que vous en savez, chers frères et de façon publique, en tout cas. Non, il faut parler sérieusement. Vous savez qu'au Burkina Faso, nous avons deux types de lois. Il y a la loi 064 portant donc liberté d'association et la charte donc portant formation des partis politiques et des partis politiques et des formations politiques. Oui. Il va me corriger si je me trompe, parce que c'est un homme politique. Voilà. Donc, il n'y a pas de mélange des genres. Les rôles sont bien définis. Voilà, il faut qu'on se comprenne très bien. Pour je vous ai dit dans cette Afrique de la semaine dernière qu'on ne peut pas imposer ou proposer une offre de service à quelqu'un qui n'en est pas demandeur. Oui. C'est quand même ridicule. Mais quelle est cette pagaille-là? Il y a des OSC vampires, des OSC sanctus, cornaqués par leur chapelle politique, qui croient que, comme en 2015, la gente actuelle là va leur dérouler un tapis rouge. Ils vont se retrouver dans un hôtel avec des croissants, des caviars, des perdièmes. Ils vont prendre un document bidon sans que ni tête, qui n'a même pas de point, de virgule, ni d'en-tête. Ils vont courir comme ça, notamment aller remettre à la gente comme en 2015, où on va ouvrir donc un conseil national de CNT, c'est-à-dire une sorte d'assemblée nationale de transition. Et voilà, deuxième du genre dans l'histoire récente politique du Burkina Faso, lequel CNT va leur permettre donc de faire venir leurs copines, leurs amis, leurs tantes, leurs coépouses, leurs certaines femmes, leurs soeurs, leurs frères, et puis dilapider les ressources du pays. Mais la gente là, regardez, ils sont relativement d'abord tous, les militaires là, au sein du MPSR, ils sont d'abord tous relativement jeunes. Et c'est des têtes bien remplies. Il y a en leur sein des psychologues, des intellectuels. Ils réfléchissent. On partage tous le même pays. Ils vivent les mêmes réalités politiques. Ils nous connaissent. Ils savent qui nous sommes.
On n'a jamais en réalité aimé ce pays-là. C'est le ventre. Nous sommes des clowns de service et nous sommes purement et simplement au service de notre pente. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à proposer. Mais quand même, les OSC ont des choses à proposer, M. Nogo, on peut le dire ici. Il y a des intellectuels parmi elles qui réfléchissent aussi. Vous êtes un juriste très dangereux. Un groupe de militaires qui décident effectivement de perpétrer un coup d'État au risque de leur vie, qui s'assument. Donc on suppose qu'ils savent ce qu'ils ont fait, qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils savent où ils vont surtout. Mais vous, vous n'êtes pas une lumière en la matière, puisque vous êtes un fourre-tout, vous piochez un peu partout. OSC, c'est quoi? Non, c'est des gens qui ont un profil. C'est des gens, quand vous regardez leur discours à la télé là, ils ne sont pas perturbés. Dans quel pays vous avez vu des militaires qui font un coup d'État et ils disent à la télévision publique nationale de rentrer faire son journal à quelques heures du coup d'État? Circulent dans la cour comme si de rien n'était. Ils ne sont aucunement perturbés. Ils savent d'où ils viennent et ils savent où ils vont. Vous levez parce qu'il y a CNT2 qui se pointe à l'horizon. Vous parlez d'un groupe d'appui à l'opérationnalisation de la transition. Voilà un nom bidon, un fourre-tout, remplissage, juste pour renforcement du ventre et du bas-ventre. C'est de la putrerie, il faut qu'on arrête ça. Il n'y aura pas CNT2 et les militaires ont compris ça. Pourquoi? Regardez, ils ont coupé l'herbe sous nos pieds. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent l'acte fondamental, oui, qui s'apparenterait à une sorte de charte de la transition. Ils n'ont pas affaire à vous, hein, et ils avancent. Donc, cet acte fondamental, là, ça veut dire quoi? Ils vont mettre en place un organe exécutif, un organe dirigeant fort. Et ça exclut de fait et de droit les organes législatifs. Et la jeune va gouverner par ordonnance, qui lui permet de prendre par ailleurs des actes juridictionnels et judiciaires. Donc la jeune vous contourne. Les chapelles politiques, les OSC Sansu, Torboyo, qui ont pris des tramadol, on va vous envoyer au repos. On a tiré les leçons du passé. Vous allez... Non, et puis, nous avons du boulot ou quoi? En dehors d'être OSC là, en dehors d'être des hommes politiques. Vous n'êtes pas enseignants, vous n'êtes pas des infirmiers, vous n'êtes pas journalistes, vous n'êtes pas homme d'affaires. Retournez à vos casseroles et laissez-les gérer. Merci beaucoup, monsieur Idrissa Nogo, pour cette intervention. Alors, on en parle avec vous, monsieur Abraham Badolo. Vous aussi, vous êtes un leader d'organisation de la société civile. C'est vrai qu'on ne vous a pas encore vu publiquement depuis la prise de pouvoir par les militaires. Je parle donc de sorties médiatiques, de conférences de presse ou d'offres de services. Alors, comment est-ce que vous réagissez justement à ce comportement de ces USC qui sont devenus très actifs ces derniers temps? On a l'impression que cela se passe autour d'un appétit, autour de la transition. Vous savez, nous, on n'a pas d'offre à donner à qui que ce soit. Ah oui. Parce que d'abord, nous sommes tous des travailleurs à l'ADP. Et grâce à Dieu, nous gagnons dignement et bien notre vie. C'est pas comme... D'abord, j'ai toujours dit que être OSC, d'abord pour moi, c'est une deuxième casquette. Je ne vis pas de ça. C'est pas une profession. C'est pas une profession. Pas une fonction. C'est pas une fonction. C'est juste également pour apporter ma petite pierre, ma petite contribution à l'émergence et à l'édifice de mon pays. C'est pour cela, souvent, vous nous voyez sur vos plateaux et nous organisons des conférences de presse pour critiquer et dénoncer ce qui ne va pas. Mais nous ne nous limitons pas à cela, aux organisations de conférences de presse et autres. Vous avez vu nos différentes actions de terrain à travers les différentes dons que nous avons eu à faire durant l'année passée. Et nous sommes en train encore de nous organiser cette année pour encore aller sur le terrain pour soulager les populations déplacées. Donc nous ne nous sentons pas concernés par ces histoires de soutien à la junte et autres. Moi, mon objectif, ce n'est pas de soutenir qui que ce soit. Moi, je ne soutiens pas un individu, je ne soutiens pas un groupe, je soutiens le Burkina Faso. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que ceux qui sont là aujourd'hui puissent trouver des solutions nécessaires à ce que la sécurité et la paix reviennent au Burkina Faso pour que moi, qui suis chef d'entreprise, homme d'affaires, je puisse vaquer librement à mes occupations, faire mes affaires et essayer d'apporter quelque chose également en faisant venir des partenaires pour pouvoir développer le pays et créer de l'emploi. Moi, c'est cela mon souci aujourd'hui. Pas courir vers qui que ce soit, aller faire des courbettes devant qui que ce soit. Je ne suis pas là et nous n'allons pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, par rapport aux OSC en général, oui, il y a un problème aujourd'hui, Monsieur Miki.
Quand vous prenez un peu le profil, les différents profils de ces chefs d'OSC-là, vous verrez que c'est des gens qui ne travaillent pas. Ah bon? Et la plupart, c'est des gens qui ne travaillent pas, et c'est des gens qui n'ont pas de métier, c'est des gens qui sont juste instrumentalisés par des politiques pour pouvoir porter leur voix. Et ce qui fait aujourd'hui qu'il y a un fourre-tout, et ce qui fait également que leurs actions contribuent à ternir l'image des bons OST. Parce qu'une organisation, c'est d'abord travailler pour l'émergence et le développement de son pays. Ce n'est pas pour venir courir derrière des soi-disant postes juste pour avoir de quoi manger ou de quoi boire. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui se dit OST doit être en mesure d'apporter une pierre sur l'autre pierre pour l'édifice de sa nation. D'accord. Mais vous avez vu que depuis, quand les gens parlent de lutte, moi ça me fait rire quand je vois sur les réseaux sociaux des gens qui publient leurs photos des différents événements de marche et autres pour dire que non, telle personne était au devant de la marche, telle personne a appelé des gens à sortir. Mais je dirais que la lutte n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, depuis 2014, j'étais chef d'entreprise. Mais ça n'a pas empêché d'être sur le terrain. Quand il y a eu la transition, je ne me suis pas empressé d'aller au CNT. D'ailleurs, j'ai toujours dit que ça ne m'intéressait pas et je suis retourné à mes affaires. Mais ça n'a pas empêché également de critiquer l'état de la transition en 2015. Et sous 2015, nous avons continué. Quand Roch est venu au pouvoir, nous avons observé un temps mort de 100 jours. Quand nous avons vu les premières nominations du Burkina Faso, nous avons compris qu'il y a des choses qui n'allaient pas et que ça allait à un certain moment se bloquer. Nous avons commencé encore à organiser des conférences de presse, à attirer l'attention du chef de l'État, lui dire de faire attention car il a nommé certaines têtes qui posent problème. Des gens qui ont été décriés et sous l'ancien régime de Blaise Compaoré, qui ont été même sautés à des conseils de ministres, qui se retrouvent aujourd'hui dans sa gestion nouvelle. Nous lui avons dit de faire très attention car ces personnes allaient conduire à sa perte. Nous avons joué notre rôle. Nous avons été même, je dirais, la première organisation en 2018 à avoir organisé un meeting public populaire au rond-point des artistes vers la clinique Sandoff pour demander au président de Roch de prendre ses responsabilités et d'agir parce que le peuple souffrait. Donc nous n'allons pas venir faire de la publicité de ce que nous avons eu à faire sur le terrain, mais nous, Roch est parti, c'est bien, des autorités sont là, qu'ils fassent leur travail. Nous allons continuer également à faire notre travail de sensibilisation, de veille citoyenne, et nous allons continuer également à chercher des partenaires, parce que c'est maintenant même qu'ils auront besoin de partenaires pour les aider à atteindre leurs objectifs. D'accord. Je dis ici, nous avons fait venir des partenaires au Burkina Faso. Ils n'ont pas pu voir les autorités. Ils n'ont jamais pu voir les autorités. Vous l'avez dit, oui. Les autorités. J'espère quand même que ceux qui sont là auront l'oreille attentive, qui vont permettre à chaque Burkinabé qui a des relations à l'extérieur de pouvoir faire venir des financements pour pouvoir booster notre pays. D'accord. Merci beaucoup à M. Badolo. Alors, M. Nogo qui demande la parole de réaction rapide. Juste 3 secondes. Oui, allez-y rapidement. À 5 mois de la fin de la mission des députés CNT en 2015, il y avait dans la caisse de l'institution 1,675 210 francs. Oui. Il y a une grosse partie de cette somme-là qui a été convoyée vers une entreprise privée. Ah bon? Je vais garder soigneusement les noms avec les précisions et les quittances et puis les reçus. Je vais les garder en attendant. Ensuite, avec leur patron, ils ont constitué une délégation de députés et ils sont allés en villégiature, en bamboulade, en palade, en Chine, à l'époque, en 2015, pour aller dilapider le reste de l'argent. À Taïwan. À Taïwan, merci. Je sais que vous savez de quoi je parle. Ça vous rappelle beaucoup de choses. Vous voyez, ce pays-là, on va enfin aider à la marche, parce qu'on va sortir progressivement, on va sortir les choses pour aider à bien se redresser. Merci. Donc, je m'arrête là. Oui, d'accord, merci beaucoup. En tout cas, on n'a plus beaucoup de temps pour la suite de cette émission. Pourtant, on doit parler de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. C'était le jeudi 3 février 2022 à Accra. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés donc dans cette ville africaine pour une rencontre consacrée à la situation sociopolitique au Burkina Faso. Eh bien, à cette rencontre, on s'attendait à des sanctions. Finalement, pas de sanctions contre le Burkina, disons pas de nouvelles sanctions contre le Burkina qui était déjà ciblé par cette suspension. Alors, Dr Maxime Kaboré, comment est-ce que vous réagissez à cela? Est-ce que la CEDEAO a retenu les leçons de ce qui s'est passé avec le Mali et les réactions qui s'en sont suivies au niveau de l'opinion publique africaine? Oui, je pense qu'il faut être quand même objectif en disant que la CEDEAO a condamné le coup d'État.
ils ont bien dit clairement, et puis ils ont demandé la libération immédiate du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et je crois qu'il est important que la CEDEAO a bien compris la leçon de ce qui s'est passé au Mali. Nous voulons une CEDEAO des peuples. Oui. Et les militaires, les jeunes militaires, parce que moi j'appelle les jeunes là, ont eu une démarche de qualité et ils ont fait une bonne impression. Lorsque les délégations sont venues d'abord faire ce rapport préalable là, ils les ont bien accueillis, ils ont été d'une politesse, ils ont dit les choses, et puis ils ont montré finalement ils ne sont pas venus pour s'éterniser ou ils veulent faire une mission et ils vont partir. Non, la CEDEAO a tenu compte de cela. Et la CEDEAO aussi a tenu compte du fait qu'il ne faudrait pas ajouter de la misère à la misère. On est déjà dans une situation de difficulté. Les gens souffrent, il y a plus de 1 500 000 déplacés. Nous reconnaissons les chiffres. Mais vous voyez, la CEDEAO a compris que les populations n'ont pas à souffrir des sanctions économiques. Et je crois que la CEDEAO aussi a tenu aussi compte du fait que les autorités ont donné des gages, en tout cas de leur bonne volonté. Et puis, je crois que la CEDEAO a tiré leçon de ce qui s'est passé ailleurs. Et je crois que c'est une très bonne chose, c'est une décision sage. Et nous pouvons, en tout cas, nous réjouir parce que nous ne serons pas, en tout cas, pénalisés par cette situation. Merci beaucoup, Dr Maxime Kaboré. Alors, M. Isaka Ouedraogo, président de CISAG, alors comment est-ce que vous réagissez à cette absence de nouvelles sanctions contre le Burkina? C'est la principale conclusion de cette rencontre extraordinaire tenue jeudi à Accra, au Ghana. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO a retourné sa veste? Je crois que c'est une décision sage de la part de la CEDEAO. On attend de voir ce que les autorités militaires vont proposer pour la suite. Au niveau du Burkina. Oui. Alors, M. Abraham Badolo, sur cette même actualité, la CEDEAO qui se retrouve donc, on s'attendait à de lourdes sanctions contre le Burkina, comme ce fut le cas contre le Mali. Alors, coup de théâtre, pas de nouvelles sanctions. Est-ce que vous pensez, comme Dr Maxime Kaboré, que la CEDEAO a retenu leçon de ce qui s'est passé au Mali? Tout à fait. Vous savez que la CEDEAO a commencé à comprendre aujourd'hui que les différentes populations de ces pays-là sont derrière leurs leaders. Oui. Vous avez vu ici, quand il y a eu le coup d'État, personne n'a contesté, personne n'a manifesté. La junte a eu une certaine popularité. La junte a eu l'approbation du peuple. Donc, aujourd'hui, elle ne peut pas sanctionner la junte. Parce que sanctionner la junte signifierait que c'est la population qui va directement en pâtir. Donc, vu la solidarité des populations envers leurs leaders, ils sont obligés de s'aligner. Mais je dirais également, il y a une chose très importante que je dois relever ici. La CEDEAO reste toujours dans son rôle. Elle doit continuer à jouer son rôle. Et nous avons besoin de la CEDEAO pour pouvoir ensemble émerger. Nous avons vu que dans la presse des OSC, ont eu à menacer le président Alassane Ouattara en disant qu'il ne voulait pas que ce monsieur mette pied au Burkina Faso pour un quelconque échange avec la junte militaire. Nous nous disons, nous ne nous allions pas dans cette démarche. Le Burkina Faso est un pays hospitalier et toute personne qui veut venir comprendre, discuter avec les nouvelles autorités pour pouvoir nous aider à repartir et à relancer le Burkina Faso, cette personne peut venir tranquillement et sans être inquiétée. Parce que quand on aime un pays, on doit toujours laisser les gens venir comprendre que nous, en tant qu'OSC, nous puissions expliquer à ces chefs d'État pourquoi il y a eu ce coup de force et pourquoi nous soutenons ce coup de force-là. Donc, j'invite vraiment les organisations de la société civile à la retenue et à savoir que nous avons besoin de la Côte d'Ivoire, nous avons besoin de la CEDEAO et je crois que la CEDEAO a compris la leçon et je crois qu'ensemble, nous allons construire un Burkina Faso. Merci beaucoup, M. Abraham Badolo. Alors, on termine avec vous, M. Idrissa Nogo, sur cette absence de sanctions contre le Burkina à l'issue de cette rencontre extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO à Ghana, c'était jeudi. Et à Accra, au Ghana, c'était le jeudi dernier. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cela? Est-ce que c'est une nouvelle CEDEAO qui est en train de naître? Je vais être bref parce que j'ai trop malmené. J'aime trop malmené et maltraité ici la CEDEAO, donc je vais être très bref. Je demande seulement à la jeunesse panafricaine de l'espace CEDEAO de se lever pour que nous exigions des réformes au sein de la CEDEAO. Et je ne suis pas d'accord avec vous, Abraham Badolo. Partout où il y a des sommets CEDEAO dans l'espace CEDEAO, pour me répéter,
J'invite également la jeunesse panafricaine là, et panafricaniste à se redresser pour les refouler. Il faut que les chefs d'État de la CEDEAO doivent être proches de nous. Et non d'eux-mêmes. Parce que c'est nous qui les avons élus. Il faut que ça change. C'est vraiment très dangereux. Écoutez-moi, vous savez, la CEDEAO joue son rôle et ce n'est pas à nous de venir demander à un chef d'État qui est membre de la CEDEAO qui doit effectuer un déplacement pour venir entendre, comprendre et nous aider à reparler de l'avant, de ne pas fouler le sol burkinabé. C'est un exemple qu'il a prévu. Voilà, c'est important de le dire. Allez-y, précisez. Parce que sans ces pays-là, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de nos pays voisins. On a compris ça, M. Badolo. Alors, M. Nogo, terminez vite. C'est très important. Venez dire que de les refouler partout là. S'il vous plaît, M. Badolo. Allez-y, M. Nogo. Non, allez-y, M. Nogo. J'ai appris au cours de ces nombreux sommets-là que la CEDEAO dispose d'une force d'intervention en attente. Ça me paraît quand même suffisamment curieux quand on sait que depuis, ça a été évoqué sur le cas du Mali. Nous sommes assaillis par les terroristes. Depuis 2000, il y a la Covid qui est là. Et la CEDEAO ne déploie pas donc ces forces-là sur le terrain pour nous protéger. Ça me pose quand même suffisamment de problème. Donc, je regarde, j'observe. La CEDEAO, pour moi, je peux parler d'une institution qui me paraît crédible, alors que ce n'est pas le cas ici. Et c'est vraiment dommage. D'accord. Merci beaucoup, M. Idrissa Nogo. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève ce numéro de votre émission 7 Afrique. 4 invités étaient autour de moi pour les débats cette semaine. Il s'agit de M. Abraham Badolo. Il est le président de l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie, une structure de la société civile. M. Badolo, merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci également à vous, M. Idrissa Nogo. Vous êtes le coordinateur national du MPC, le mouvement des peuples citoyens. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission 7 Afrique. Merci. Merci également à vous, M. Isaka Ouedraogo. Vous êtes également de la société civile, président du CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. M. Ouedraogo, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci enfin à vous, Dr Maxime Kaboré, président du PIB. C'est un parti politique, parti indépendant du Burkina. Dr Maxime Kaboré, merci d'avoir répondu à mon invitation. Tout le plaisir pour moi. Merci. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi qui avez suivi ce numéro de votre émission 7 Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouveau numéro de cette émission consacrée au débat autour des sujets d'actualité. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir.